blockchain, c'est un protocole qui vous permet de faire circuler des transactions de manière totalement décentralisée, en évitant le tiers de confiance et en rendant ces transactions totalement sécurisées, totalement infalsifiables et totalement irrejouables. Dans l'industrie financière, la principale opportunité ou avantage, c'est que déjà ça permet de se passer d'une banque centrale, de faciliter les flux, les transactions, mais aussi, et c'est important, de réduire les coûts. C'est aussi une opportunité pour de nouvelles sociétés de prendre cette technologie pour être disruptif et tirer parti de ce tiers de confiance qui disparaît grâce à ces authentifications et cette puissance technologique. Le risque principal est autour de la gouvernance. Tous les tiers de confiance ne disparaissent pas. Comme c'est une technologie qui est auto-construite et auto-managée, c'est sur la confiance et la gestion des informations qui sont ouvertes parce que c'est une technologie open. C'est autour de ça que va se gréver les problématiques d'hétérogénéité, de compréhension de ce qui se passe derrière et de cette disparition de ces fameux tiers de confiance dont on avait l'habitude jusque-là. Tous les tiers de confiance ne disparaissent pas. Ceux qui sont dans le système actuel rendus nécessaires par les imperfections ou par la non-fluidité du système tel qu'il est aujourd'hui, que ce soit pour garantir des transactions, pour maintenir de la valeur sous séquestre le temps que celle-ci se dénoue, pour en attester de l'auditabilité ou de la conformité, ces différents éléments-là sont menacés effectivement, et le premier menacé, c'est les auditeurs, puisqu'encore une fois, Bitcoin et blockchain sont un système qui contiennent leurs propres règles et leurs propres mécanismes d'audit et de vérification de la réalité des transactions et du fait qu'elles ont eu lieu. On est effectivement dans une disruption qui est majeure et que Marc Andreessen, en début d'année, comparait, à mon avis, de manière assez juste à ce qu'était le protocole TCP/IP, qui est le cœur, l'ossature d'Internet, à l'époque où Internet avait 5 ans. C'est une très forte rupture culturelle parce que pour un certain nombre de générations, ça bouscule les repères que l'on pouvait avoir dans des instants. C'est une technologie qui finalement remplace les systèmes de gouvernance habituels et forcément il y a une perte de repères qui est inquiétante pour tous ceux qui ne saisissent pas qu'avant tout ça reste quand même une technologie. Et Marc Andreessen d'Andreessen Horowitz disait en début d'année que Bitcoin et blockchain étaient à peu près comparables de ce point de vue-là, au sens où le nombre d'applications envisageables devient immense et dans un très grand nombre de domaines très différents, et où d'autre part le système, pour l'instant, affiche une sécurité et une solidité. Il n'est pas exempt de défauts, il y a plein de choses à améliorer. Mais la quantité de développeurs qui travaillent sur le sujet et qui le font évoluer et qui testent en permanence de nouvelles implémentations est simplement phénoménale. Mais derrière blockchain, fondamentalement, c'est quoi ? C'est la rencontre de protocoles techniques autour de la cryptographie avancée, mais qui ne sont là que pour garantir, sécuriser et rendre infalsifiables les transactions, et d'un protocole social, qui est celui du consensus décentralisé, par lequel des gens acceptent de coopérer pour rendre ces transactions possibles et pour permettre qu'elles se propagent dans toutes les blockchains, puisque chaque nœud, il y a à peu près 6000 nœuds aujourd'hui sur la blockchain, et personne ne le sait, mais la France est le 2e pays au monde en nombre de nœuds hébergés. Chacun de ces 6000 nœuds contient une copie de la blockchain, qui contient à son tour l'ensemble des transactions, et ces copies sont synchronisées en permanence à travers ce système et ce protocole décentralisé. Cette perte de référence, elle est structurante dans l'acceptation de cette technologie. C'est pour ça que les relations entre personnes seront hyper importantes, car le rapport à la propriété va complètement changer. À partir du moment où ces transactions vont inclure des contrats, le rôle des marques notamment va être clé pour permettre de créer de nouvelles garanties à travers une relation de confiance. Si elle n'est pas humaine, elle sera avec des grandes sociétés qui peuvent jouer ce rôle sans recréer un tiers de confiance. En revanche, créer un système dans lequel tout le monde a confiance.
pense que la question, elle peut se prendre d'une autre manière, et comment on peut évoluer dans un organe, dans une technologie qui n'a plus de contrôle ou plus de système de contrôle. C'est une très bonne question et une très mauvaise question à la fois. Je parlais de perte de repères. Aujourd'hui, sur Internet, en digital, on ne peut pas considérer que la sécurité est un acquis ou que la confiance que les consommateurs ou que la société a dans la sécurisation des systèmes sur Internet est complètement acquise. Donc il faut voir ça comme une opportunité, notamment pour les marques fortes, pour la forte relation qu'elles ont pu construire avec leurs clients, pour justement, pas remplacer, mais se substituer petit à petit, la culture aidant, les générations passant, pour structurer cette relation sans ce tiers de confiance dans lequel on avait tous un point de contact historique qui aujourd'hui, ou qui, avec le développement de cette technologie, va disparaître. C'est une très bonne question parce qu'elle permet de rendre hommage et de faire un clin d'œil à Maurice Lévy, qui est l'auteur de cette formule. Je voudrais tout de suite faire observer quand même que ce terme d'ubérisation est majoritairement, voire quasi essentiellement utilisé principalement en France hexagonale, et si on zoome un petit peu plus tôt en Île-de-France, voire dans Paris intramuros, et plus précisément dans un ou deux arrondissements de la ville de Paris. La raison pour laquelle je pense que la question est très mal posée, ou en tout cas que tout le monde se la pose, mais elle est posée dans les mauvais termes, c'est qu'Uber a un modèle qui est extrêmement centralisé. Le succès d'Uber, c'est sa capacité à opérer une place de marché hyper fluide entre une demande qui est votre besoin d'être transporté d'un point A à un point B, maintenant, tout de suite, là, dans 2 minutes, et le besoin d'un chauffeur affilié à Uber de pouvoir gagner un peu d'argent maintenant, là, tout de suite, si vous êtes à proximité de lui. Blockchain, c'est exactement le contraire. On est dans un modèle où il n'y a pas d'acteur central, personne n'a le contrôle de ce qui se passe. Si Uber décide demain d'augmenter ses tarifs de 5, 10, 15 ou 20% dans une métropole donnée, il a le pouvoir de marché, il est market maker. Sur blockchain, ça ne se passe pas comme ça. Le système est complètement décentralisé et ces évolutions sont elles-mêmes décidées par consensus, puisque le terme qui, à mon avis, résume le mieux cette problématique Bitcoin blockchain au sens large, c'est celui de consensus décentralisé. C'est comment un groupe de personnes que vous ne connaissez pas vont contribuer par leur travail à attester de la solidité, de la réalité d'une transaction que vous avez effectuée et à rendre cette transaction infalsifiable ou inrejouable. Il va y avoir des opportunités sur les flux, notamment sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et sur les micro-transactions qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu délaissées par l'univers bancaire. Cette décentralisation, elle pourrait aller jusqu'aux politiques. Vous avez d'ailleurs blockchain est également, comme je disais tout à l'heure, un protocole social avec une dimension utopiste qu'on peut pas négliger, qui peut faire sourire de temps en temps, mais qui est assez fondamentale. Et c'est clair que dans le rapport à la propriété, ces transactions, cette sécurisation, cette authentification va pouvoir être exploitée, notamment dans les transactions type immobilière, ou pour conserver des données sur le long terme et qu'elles soient disponibles où qu'on se situe. Donc c'est clairement une techno qui va permettre d'aller largement au-delà des simples flux financiers. Internet, c'est à la fois une technologie, une histoire et une culture à laquelle on doit un très grand nombre d'innovations qui ont été portées par des gens qui étaient en général pas totalement conformes, et qui défendaient une non-conformité. Vous retrouvez les mêmes phénomènes autour de Bitcoin et de blockchain, et ça conduit un certain nombre de personnes et d'acteurs à réfléchir à l'usage de ces technologies pour organiser du gouvernement 2.0, pour décentraliser le gouvernement. Je ne suis pas certain qu'on y arrive tout de suite, mais avec des étapes intermédiaires qui peuvent être extrêmement intéressantes, qui sont de rendre auditables, et auditables par tous, des éléments de comptabilité publique, des éléments de transactions enregistrées, des déclarations, et qui, à mon avis, intéressent certainement nos amis d'Etalab qui travaillent sur l'open data.